On a vu les différents acteurs, la façon dont ils produisent l'hydrogène et comment ils voient son développement. Je propose qu'on s'intéresse un peu aux tuyaux. Nous avons en ligne Marie-Claire Aoun de Terega et qui est présidente également de Gas for Climate. Bonjour Marie-Claire, merci d'être avec nous. On parlera plus en détail de la dorsale européenne dans quelques instants. Peut-être un mot parce qu'en France, on n'était pas très pour avoir finalement une liaison de pipeline hydrogène avec les pays voisins. Et c'est en train apparemment de se débloquer. Alors, effectivement, le sujet du pipeline, à quel moment on va vraiment construire ce pipeline? On est dans l'hydrogène aujourd'hui à une phase importante, c'est-à-dire que le marché de l'hydrogène est émergent, la demande émerge progressivement, la production aussi. Et donc, finalement, contrairement à ce qu'on a vu sur le gaz et l'électricité dans le passé, il va falloir aussi faire en même temps des pipelines pour relier les différentes zones de production et de demande. Et donc, on voit aujourd'hui, c'est un débat qui a eu lieu ces dernières années, à quel moment va-t-on décider de construire ces pipelines? Et on voit aujourd'hui qu'il y a effectivement des premières décisions qui vont dans ce sens et on les salue. C'est vrai que dans le cadre du backbone, on appelle justement à pouvoir anticiper et planifier ces infrastructures parce que c'est des décisions qui sont prises sur le temps long. On a besoin de plusieurs années pour construire ou même convertir un tuyau, on en reparlera. Et donc, effectivement, on a besoin d'anticiper au maximum pour être au rendez-vous en 2030 et pouvoir effectivement soutenir le développement du marché de l'hydrogène, réaliser des économies d'échelle. C'est évidemment fondamental et on l'a vu, hein, le besoin de massification est fondamental. Rendre l'hydrogène plus compétitif, de nombreuses études vont dans ce sens. Et puis, Christian Depertuis a parlé dans son intervention du stockage. Et là aussi, avec un backbone, en réalisant une dorsale européenne de l'hydrogène, on peut là aussi pouvoir s'appuyer sur le stockage. Et donc voilà, c'est la carte que vous pouvez effectivement voir. On a effectivement une carte, et j'invite les speakers à se retourner, c'est effectivement la vision de cette dorsale européenne à horizon 2040. Alors ça fait combien de kilomètres en tout? Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs versions de cette carte et elle est évolutive. Effectivement, on a commencé ce travail entre transporteurs de gaz au niveau européen au début dans le cadre de Gas for Climate, qui est l'association que je préside, qui réunit une dizaine de transporteurs au niveau européen. Au début, elle représentait en 2040 23 000 km. Et puis, au fur et à mesure, ça a grandi. On a été rejoint par, aujourd'hui, on est 31 TSO au niveau européen, couvrant 28 pays, dont 25 pays de l'Union européenne, plus la Norvège, plus les UK, plus la Suisse. Et donc, effectivement, ça fait aujourd'hui un réseau de 53 000 km en 2040. Alors l'idée n'est pas effectivement d'avoir cette dorsale, de l'imposer tout de suite. L'idée, c'est vraiment d'arriver à une mise en œuvre progressive. On voit aujourd'hui différents écosystèmes apparaître. On a parlé de la Bourgogne-Franche-Comté. On sait aussi, par exemple, en France, on a un écosystème qui se développe autour de Dunkerque, un autre autour de Fos-Marseille, un autre autour de l'Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine dans le sud-ouest, et il y en a d'autres. Et donc, l'idée, à partir de ces écosystèmes, qu'on voit aussi aux Pays-Bas, comme ça a été présenté, mais aussi entre la Belgique et les Pays-Bas, entre les Pays-Bas et l'Allemagne, on voit qu'à partir de ces écosystèmes, ça aurait du sens à un moment donné de les interconnecter. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à une interconnexion progressive, toujours avec l'objectif de relier vraiment des zones de production où on a un potentiel de production important. Et ça, c'est par exemple le cas dans le sud de l'Europe, notamment l'Espagne et la péninsule ibérique, ou même au-delà, Afrique du Nord, on en reparlera, avec des zones de consommation qui sont bien identifiées, ayant des usages conséquents, notamment des usages industriels, par exemple en Allemagne. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une vision très réaliste, très concrète, et d'arriver progressivement vers cette dorsale. Je précise, ce n'est pas un plan d'investissement, c'est juste une vision qui sera amenée à évoluer, effectivement en tenant compte aussi de la dynamique qu'on peut voir sur le méthane, sur le bio-CH4 aussi demain. On sait que les flux de gaz sont en train de changer, donc l'idée, c'est vraiment d'identifier ces canalisations qui ne vont plus servir plus tard à transporter du gaz, parce qu'il y a peu de clients, parce que pour des questions de qualité du gaz, comme par exemple le sujet du gaz H-gaz B, parce qu'on considère qu'il y a peu de clients sur cette canalisation, et donc au fur et à mesure, on pourra effectivement la convertir à l'hydrogène. Et donc tout ça, c'est aussi... voilà. Rapidement, de la part des énergéticiens, Engie, Total, c'est indispensable d'avoir ces tuyaux si on veut passer à la massification? Alors la massification, effectivement, passe par la production de masse et également par du transport, qui est sur le papier beaucoup plus économique que, bien sûr, des tubes trailers
autre solution. Alors, le sujet, c'est que, bon, tout ça est magnifique hein, dans les cartes. Je ne sais pas si ça sera fait en 2040, mais bon, c'est une vision, on va dire. Le problème, c'est que aujourd'hui, il faut avoir de la consommation massive pour faire de la production massive et pour justifier. Donc il faut tout aligner en même temps, en fait. Dans le transport. Voilà. Donc notre vision aujourd'hui chez Engie, c'est vraiment que on va commencer par les zones, on en a parlé, les zones portuaires qui seront des hubs, des zones industrielles où vraiment on aura de la consommation massive industrielle d'hydrogène. Et c'est là qu'on aura les premiers débuts d'hydrogénoducs, de pipeline. On en a déjà sur le port de Fos, Air Liquide a déjà des hydrogénoducs, mais on en voit, par exemple, on l'a dit, dans la zone de Dunkerque-Le Havre, par exemple la vallée de la Chimie. Il y a 2 semaines, le président de la région Aura a annoncé un soutien de la région à un pipe dans la vallée de la Chimie, où on a une concentration d'industriels. On le voit aussi vers Fos, voilà, pour desservir aussi des industries. Donc c'est vraiment dans ces endroits-là on va avoir les premiers maillons. Et ensuite la question c'est dans le deuxième temps comment on reliera ces grandes zones de consommation. Mais les relier ces grandes zones de consommation, ça veut dire qu'on aura aussi de la consommation entre ces zones-là. Parce que voilà, sinon si on n'accepte pas des nouveaux consommateurs, il n'y a pas de raison qu'on développe ces grands réseaux de transport. Voilà, donc on y est déjà, juste pour dire, on a déjà un pipe qui est transfrontalier, qu'on va convertir pour le coup d'une centaine de kilomètres entre, c'est GRTgaz, notre filiale gazière, entre l'Allemagne, la France et le Luxembourg. On a déjà du stockage d'hydrogène, des premiers pilotes qui commencent sur, par exemple, Étré, donc du stockage en cavité saline, puisqu'il faut préciser que c'est les seuls qui sont aujourd'hui hermétiques pour l'hydrogène. En stockage déplété, c'est beaucoup plus mobile. Et donc ça aussi, c'est des solutions qu'on pourra massifier en fonction de l'augmentation de la consommation. Merci. Mansour pour Total Energy. Nous aussi, nous pensons que l'histoire commence par les hubs et les clusters, et avec de la production locale. Mais comme monsieur le député a dit, si on se souvient des avantages comparatifs, notamment des régions comme l'Espagne, la spécialisation, et on a appris que le commerce améliore les coûts, et donc ça va aller dans ce sens. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, les grands besoins que l'Europe aura en termes d'importation, excusez-moi. Et donc ces importations vont arriver le plus probablement dans les ports, mais ensuite la manière dont ça va être distribué au sein de l'Union européenne, pour nous, le backbone à tous ces arguments. Merci. Édouard Roberture pour Plug Power, on a parlé du port d'Anvers, mais vous avez beaucoup de projets en Europe avec une production massive. Donc bien sûr, pour vous, ce réseau de transport, c'est aussi quelque chose d'important, stratégique. Alors oui, on est assez spéciaux chez Plug Power parce qu'on est à la fois, on vient de la pile à combustible. Donc on vient d'abord des chariots élévateurs avec nos piles à combustible, donc de la consommation d'hydrogène. Ensuite, on a acheté une technologie pour produire de l'hydrogène avec des électrolyseurs il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on a une gigafactory aux États-Unis qui nous permet de produire nos électrolyseurs, c'est de la technologie PEM. Et aux États-Unis, on va passer du plus gros acheteur d'hydrogène liquide à un des plus gros producteurs d'hydrogène aux États-Unis, avec l'ambition de faire la même chose en Europe. Donc effectivement, on essaie d'être sur toute la chaîne de valeur, enfin on y est, sur toute la chaîne de valeur. Et sur l'Europe, on a une double approche avec des partenariats aujourd'hui qui nous permettent de développer assez vite des projets de 1 à 20 MW, on va dire, pour venir soutenir la demande d'hydrogène qu'on peut avoir par exemple avec nos chariots élévateurs, nos piles à combustible en stationnaire par exemple, mais aussi par exemple des projets, enfin des sociétés comme Hyvia, qui aujourd'hui vendent des vannes, enfin des masters, des Renault Masters, pour les zones à zéro émission, et donc venir soutenir tout ce développement, parce que ce qu'on a vu très spécifiquement aux États-Unis, c'est que c'était un peu l'œuf ou la poule, et là où on voulait vendre nos piles à combustible, il fallait qu'on ait la production, et à contrario, dès qu'on avait la production, nos piles à combustible et nos applications se vendaient beaucoup mieux. Et donc c'est vraiment cette spécificité d'être sur toute la chaîne de valeur qui nous donne cette capacité de sentir le marché de cette manière-là. Donc pour en revenir au réseau, oui, on le voit comme un très très gros accélérateur.
surtout pour aller chercher des outils de production d'hydrogène de très grosse taille, là où il y aura du renouvelable et de la connexion électrique. Mais on vient aussi, et c'est notre ADN américain, du liquide. On est peut-être l'une des sociétés qui investit le plus en R&D dans le liquide dans le monde aujourd'hui. Et ce liquide, on le voit dans un premier temps, et c'est pour ça que sur le port d'Anvers, par exemple, on va avoir un liquéfacteur de 15 tonnes jour sur le port d'Anvers, comme une solution qui doit nous permettre de rayonner et de pouvoir distribuer assez vite de la molécule pour... c'est une question de sécurité de supply pour nos clients. Merci. Encore deux réactions rapides. Felix, maybe one word about your activities. I think you have activities in Spain, and because there is in Barcelona a project of pipeline between Barcelona and France, is it interesting for you? So we have a manufacturing site close to Barcelona in Spain, and we have in France one in La Vera and one in Tavaux. So having pipelines, I have no specific use case in mind, but I won't oppose the development. Merci. Et peut-être sur un aspect financier, parce que là on voit beaucoup de kilomètres quand même à construire. Même si c'est plus intéressant par rapport à un transport d'électricité, on se doute bien que ça a un coût quand même. Alors, ça a un coût et nous, c'est exactement là qu'on peut aider en tant que fonds d'infrastructure. On peut aider non seulement à financer les pipelines, mais on peut aussi aider à les charger, que ce soit à les charger en hydrogène vert ou à financer les applications au final qui ont besoin de cet hydrogène vert, donc plus sur la partie downstream, que ce soit sur de l'acier ou sur de la chimie. Je pense qu'il y a un point dont on n'a pas forcément parlé jusqu'à maintenant sur le pipeline qui est vraiment clé. C'est que non seulement on en a besoin pour transporter les molécules, donc des points d'import jusqu'au client, mais le rôle capital du pipeline d'hydrogène dans l'écosystème hydrogène qu'on est en train de construire, c'est aussi de pouvoir le stocker, cet hydrogène en fait. Et comme ça a été évoqué au début de notre conversation, au début de ce forum, cette économie hydrogène n'a du sens que si on fait de l'hydrogène qui est produit proprement et avec de l'électricité renouvelable. Or, on ne peut pas, on ne décide pas quand le soleil brille et quand le vent souffle. Donc il nous faut un moyen de stockage qui peut agir en fait comme un buffer pour pouvoir permettre de convertir une énergie qui est intermittente en un flux d'hydrogène propre continu pour les clients finaux, parce que quand on parle d'une aciérie ou d'une raffinerie, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir allumer et éteindre chaque jour pour s'adapter à la disponibilité des renouvelables. Et c'est là pour moi que le pipeline il est vraiment clé dans toute cette économie, c'est que non seulement il permet de transporter la molécule, mais il permet d'agir comme en fait un espèce de poumon de compression et de décompression pour pouvoir gérer aussi l'intermittence et fournir quelque chose au client final qui est utilisable par les procédés de l'industrie. Et nous, c'est bien, donc, comme on le discutait, sur l'ensemble de cette chaîne qu'on est disposé à investir aux côtés d'industriels et même aux côtés de gouvernements si l'infrastructure de transport est développée directement par les États.